Tranquillement l'intervention. Voilà, donc moi c'est Loïc, bonsoir. Loïc Etcheverry, donc breton basque, c'est un mélange un peu détonnant. Et voilà, je suis passionné de nature, d'environnement, d'agriculture. Je suis très curieux, j'ai beaucoup cherché aussi sur la politique, sur l'économie, sur le climat. Et puis voilà, faut avoir le cœur bien accroché. On se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Et je suis intérieurement aussi, on va dire, révolté en fait de plein de choses qui tournent par rond dans notre société. Mais voilà, en fait, j'ai choisi personnellement de construire plutôt que de détruire, c'est-à-dire que quand on se rend compte de certains problèmes, qu'on est révolté, on peut avoir envie de casser des voitures ou autre. Vous voyez, j'extrapole. Mais voilà, donc moi je me suis dit non, j'ai envie de construire et de chercher des solutions et de les partager. Parce que chaque problème a une solution en fait. Et donc ça m'a amené à découvrir la permaculture dont on va parler ce soir. Ça va c'est bon, ouais. Voilà. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir se lancer. Alors, hop, je prends juste ma souris. Voilà. Alors, je vais recommencer. Qui c'est qui fait du potager ici? Levez la main, s'il vous plaît. Toute la salle fait du potager, ouais, c'est bien. Qui fait du non-labour ici? C'est-à-dire qui ne retourne pas à la terre? D'accord. Ok. Qui n'a jamais entendu parler de permaculture avant ce soir? D'accord, bon, super. Voilà. Alors, on va se lancer. Je vais vous faire une présentation avec PowerPoint. Donc, il y a plein d'images qui vont défiler. Je me représente rapidement. Il y en a qui sont arrivés entre-temps. Donc, moi, c'est Loïc. Je fais des vidéos sur Internet, entre autres, au travers de PermaFuture. Vous avez Léa au fond, vous voyez, qui filme, qui m'aide beaucoup sur les vidéos. J'ai été enseignant 7 ans au lycée agricole à Tarbes, donc de 2015 à 2022. Je m'occupais des BTS. Je suis licencié du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai travaillé à l'agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris, pour le centre de recherche en agriculture urbaine de Montréal. Voilà, je jardine depuis mon plus jeune âge. La permaculture, j'ai découvert il y a 14 ans à peu près, puis j'ai mis en œuvre. Moi, je pense que c'est important de sortir des livres et de mettre en œuvre, d'appliquer, parce qu'il n'y a pas de recette universelle miracle. C'est aussi chaque cas et chaque contexte qui est différent. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Et voilà, donc je vais vous faire une présentation de ce sujet qui est très vaste en fait. Avec en première partie, c'est comprendre la nature. Vous avez des places devant si vous voulez. Après, on va peut-être rajouter des chaises si jamais il y a trop de monde qui arrive. On va commencer. Vous êtes prêts? Ça va? Tout va bien? En fait, une fois que je me lance, après, vous allez voir, je débite. J'ai tendance parfois à parler un peu trop vite. Si des fois, je vois qu'il y en a, ils ont papier stylo, c'est bien. Si vous avez des questions, notez-les. Et puis, on fera plutôt les questions à la fin. Voilà. Donc cette première partie, elle vise à comprendre la nature, c'est-à-dire que là, vous avez une photo d'un espace naturel, et qu'est-ce qu'on y voit à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voyez? Un champ, des arbres, la montagne, de l'ombre, une prairie, voilà. En fait, la nature, elle est composée d'éléments. Il y a des éléments qui composent la nature. Nous, on va essayer de développer une vision systémique. La vision systémique, c'est quoi? C'est comprendre un système. Dans un système, il y a des éléments et ces éléments ont des interactions entre eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de comprendre l'arbre, la haie, la prairie, etc. Et quelles interactions ces éléments ils ont entre eux pour appliquer dans notre jardin, en fait. Parce qu'on va développer, l'objectif, c'est de développer des agro-écosystèmes et des agro-écosystèmes nourriciers. Donc, la permaculture, on le disait, elle est composée, je répète un peu au début, elle est composée de 2 mots. C'était quoi les 2 mots? Voilà, perma et culture. Et pour développer une agriculture permanente, une culture permanente, en fait, l'objectif, c'est de faire des sociétés qui n'épuisent pas la planète et de faire des potagers qui n'épuisent pas la planète. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie la mairie du Teche pour l'organisation de cette conférence, la super salle
aussi ici présente, Alain aussi Fiquet qui s'est beaucoup investi dans l'organisation de cette soirée que vous avez ici présent. Et puis il y a un groupe qui est en train de se monter de permaculture, de jardins partagés aussi au Tech. Donc vous avez le nom du groupe ici, création d'un collectif pour la promotion de la permaculture au Tech. Vous avez un papier qui va circuler avec, si vous voulez, des informations sur ce sujet et sur le jardin, les jardins partagés qui vont se mettre en place ici. Vous pouvez laisser votre adresse mail sur le papier qui va circuler. Voilà. Donc merci à vous et voilà, on se lance. Donc développer cette vision systémique et pour l'appliquer dans notre jardin. La Terre, il faut savoir déjà qu'elle a 4,5 milliards d'années. Donc la Terre, elle est très très vieille. Nous, les humains, à l'échelle de l'histoire de la Terre, on est tout petits en fait. Et on se rend compte que partout sur Terre, il y a des milieux différents qui se sont créés. Il y a des zones avec des océans, il y a des zones avec des déserts, des montagnes, des différences de topographie, de pluviométrie, d'humidité, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez la vie qui s'est exprimée différemment sur Terre. En fait, on parle de biodiversité. On a de la biodiversité faunistique, floristique. On a des champignons, des bactéries, des virus aussi, qui se sont diversifiés en fait partout le long de l'âge de l'évolution de la Terre et sur la planète. Alors, je ne sais pas si vous savez combien d'espèces on estime qui existent sur Terre. Combien on estime d'espèces sur Terre? Allez, le juste prix. Ouais, tout confondu, végétal, animal, champignon, bactéries, virus. Combien d'espèces on estime? Ouais, 8,7 millions d'espèces, je crois, à peu près, par an. Et est-ce que vous savez combien on connaît d'espèces? On connaît moins du quart de tout ce qui existe. Et on identifie en moyenne par an 6200 nouvelles espèces. Alors déjà, cet exemple, il nous montre que l'être humain ne connaît pas grand-chose de la nature. On fait ce qu'on peut pour la comprendre, mais ce que je dis souvent, c'est que la nature, elle nous enseigne l'humilité, parce que on voit bien qu'on ouvre une porte, il y en a 3 derrière, c'est illimité, il y a toujours à comprendre. Donc on va, au travers de cette vision systémique, comprendre les éléments de la nature, et là on commence avec l'arbre. L'arbre, il joue tout un tas de services en fait dans l'écosystème, dans les jardins. C'est pour ça que on dit qu'il faut planter des arbres dans son agro-écosystème. Et par exemple, il va faire office d'habitat pour les oiseaux, par exemple. Et quand vous mettez des arbres, vous multipliez les oiseaux sur votre espace, qui vont aussi offrir des services. L'arbre, il a des racines qui vont en profondeur, qui servent à l'ancrage et à la nutrition aussi. Et qu'est-ce qui se passe là à l'automne? Qu'est-ce qu'il arrive? Les feuilles, elles tombent, et les feuilles, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est que elles vont se retrouver sur le sol et elles vont protéger la terre, en fait. La permaculture, c'est l'observation de la nature, c'est aller dans le sens de la nature et non contre, et par la compréhension de la nature, on va développer des jardins écologiques. Est-ce que dans la forêt, il y a un gars qui vient qui va arroser? Non. Est-ce que dans la forêt, il y a quelqu'un qui vient qui va passer le motoculteur? Non. Est-ce que ça pousse? Oui, ça pousse. Donc, on va essayer de comprendre ça. Là, les feuilles, elles tombent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles vont faire une couche de protection sur le sol. Elles vont protéger la terre l'hiver du froid. Elles vont protéger la terre de la battance de la pluie. C'est-à-dire que la pluie, quand elle tombe, hop, elle tasse le sol aussi. Les feuilles, ça fait un effet molletonnel, ça fait un effet de protection. Et de plus, ça va faire un système de nutrition, ça va nourrir les vers de terre. Les vers de terre, c'est bien connu, qui vont aérer le sol et qui vont créer des galeries. Et en fait, ils vont travailler la terre pour nous. Je vous montrerai dans la deuxième partie des exemples d'application, comment faire pour avoir un sol très fertile sans passer le motoculteur. Les arbres, ils ont des racines, ces racines qui vont en profondeur, et qu'est-ce qu'elles font, ces racines? C'est qu'elles émettent des exsudats racinaires, et elles vont attaquer la roche-mère. La roche-mère, c'est la roche de profondeur, et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va incorporer la roche dans la terre, en fait. Là, on parle de terroir, c'est-à-dire que dans les départements, différents départements de
de France, on aura des terroirs différents, notamment dus à la roche-mère, et on connaît bien ça avec le vin aussi. L'expression du vin se fait de par notamment la roche de profondeur, et c'est les arbres qui vont contribuer à l'incorporer dans le sol. Alors là, aujourd'hui, quelle météo on a eu? Que beaucoup, on voit, vous voyez des zones un peu inondées, tout ça. Hein. Il faut savoir que les arbres, ils connectent la surface du sol à la profondeur, aux nappes phréatiques. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va suivre les racines pour recharger les nappes phréatiques. Alors on se plaint que dans certains milieux, il y a des inondations, que dès qu'il pleut, voilà, on est engorgé d'eau. Il y a en général, il peut y avoir deux facteurs qui sont liés à ce problème. C'est l'imperméabilisation des sols et le fait aussi qu'on coupe tous les arbres. Si on coupe tous les arbres partout, qu'en plus on laisse la terre à nu, quand il pleut, ça va tasser le sol. Il fait soleil, ça fait une croûte de battance. Ensuite, l'eau ne s'infiltre plus. Donc le message, il est de, en fait, laisser des arbres qui vont permettre à l'eau de recharger les nappes phréatiques. On a trouvé des racines de certains arbres qui allaient à plus de 100 mètres de profondeur. Comment on a découvert ça? C'est des spéléologues, ils voyaient des racines qui pendaient de la grotte. Là, elle était vivante. Ils l'ont pris et ils l'ont analysé. Ils ont pu déterminer de quel arbre il s'agissait. Tout ça pour dire que la puissance du végétal va pouvoir aider les hommes au quotidien, en fait. Hein. Un autre exemple ici que j'ai voulu matérialiser, c'est la phytoépuration, la phytorémédiation. Alors, phyto, c'est les plantes, hein, l'épuration, donc épurer l'air, épurer l'eau grâce aux végétaux, en fait. Hein. Vous avez les racines des arbres, ils vont pouvoir s'associer avec des bactéries, et ces bactéries, elles vont pouvoir détruire certains composés qui pourraient être toxiques, qui vont permettre de nous aider, en fait, et notamment en ville, à dépolluer l'air ou l'eau, par exemple. Et là, un autre exemple, c'est au niveau du CO2, on dit, voilà, c'est pareil, c'est parce que voilà, des fois, on allume la télé, il y a beaucoup le côté alarmiste où on va tous mourir, on accentue sur les problèmes, mais il y a à chaque problème, moi je dis, il y a toujours une solution. Par exemple, on nous dit que le CO2 ne fait que augmenter, qu'il serait un gaz à effet de serre, mais en fait, la solution, c'est aussi de laisser pousser les arbres, parce que les arbres, eux, ils vont capter le CO2 lorsqu'ils font la photosynthèse. Qu'est-ce qu'ils font les arbres? Ils prennent le CO2 et ils rejettent quoi? L'O2, l'oxygène qu'on respire. Et vous voyez, s'ils ont pris le CO2 et qu'ils ont rejeté l'O2, qu'est-ce qui manque? Le C. Le C, c'est quoi? C'est le carbone, en fait, et ça va être leur constituant. C'est le bois, en fait. Donc, l'arbre, il stocke le carbone, il fait puits de carbone, il va aider aussi à limiter cet effet de serre. Et pour finir, on voit, il va nous permettre aussi de diversifier la production de bois, de nourriture, de fourrage, avec en haut à droite, vous avez vous reconnaissez l'arbre? En haut à droite, alors la photo est peut-être pas de super qualité, c'est le frêne, voilà, merci madame. Le frêne, on fait des arbres têtards, les trognes, je sais pas si vous voyez, au bord des champs parfois, et puis on va pouvoir nourrir le bétail ou leur faire de l'ombrage aussi, on va pouvoir faire de l'ombrage. L'arbre, on va dire que il est en fait créateur de vie et il va aider l'humanité, l'homme au quotidien dans le jardin ou tous les jours sans qu'on le sache. On continue à comprendre la nature avant de rentrer dans le vif du sujet de la permaculture, c'est que là, notre élément qui la compose, qu'est-ce que c'est? Ouais, on a les champs et les haies, les fameuses haies dites bocagères avec les paysages qui sont fermés. Il faut savoir que la haie, c'est l'ancêtre du barbelé. Avant, on plantait des haies épineuses pour délimiter les champs, pour contenir le bétail, en fait. La haie, elle va éviter ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est l'érosion. On a la terre à nu et on n'a plus de haies pour retenir la terre. Donc, lorsqu'il y a forte pluie, on va perdre le sol, en fait. Est-ce que c'est naturel de voir la rivière marron, boueuse? Normalement, non. Normalement, la terre devrait être retenue par la végétation. Alors, la haie, elle va permettre d'éviter ça, d'éviter l'érosion, la perte de terre, en fait. Et de plus, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va filtrer le vent. La haie
Dans un jardin, si vous avez beaucoup de vent, et je pense qu'ici vous en avez quand même un peu, hein, vu que vous êtes en front de mer, il faut savoir qu'en moyenne, la haie, elle filtre 15 à 20 fois sa hauteur sur la longueur. 15 à 20 fois sa hauteur sur la longueur. Donc si ma haie fait 1 mètre, elle filtre sur combien? 15 à 20 mètres. Si elle fait 2 mètres, elle filtre sur combien? 30 à 40 mètres, c'est bon. Voilà, donc en fait, on comprend l'intérêt aussi de mettre des haies pour filtrer le vent, notamment. Hein. Elle va faire corridor 30 à 40 mètres. Elle va faire corridor écologique aussi, la haie. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé par exemple à Paris. Je ne sais pas si vous voyez Paris. C'est quoi? On a d'un côté de la ville, on a le bois de Vincennes et de l'autre côté, on a le bois de Boulogne. Je ne sais pas si vous visualisez. Et en fait, on parle de ressources de biodiversité. Nous, le travail à l'Agence d'écologie urbaine, c'était quoi? C'était de favoriser des corridors, favoriser des connexions entre ces deux zones ressources de biodiversité pour que les espèces, elles puissent, animales ou végétales, elles puissent circuler et éviter la dégénérescence génétique. En fait, si les animaux ne peuvent plus circuler, ben vous allez avoir une dégénérescence génétique et la haie, elle va pouvoir aider comme ça la vie à circuler. On s'imagine en haut, on a un espace ressource de biodiversité et en bas aussi, eh ben vous allez avoir des animaux qui vont circuler à travers la haie. Et puis avant, les anciens, ils le faisaient beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'ils plantaient un végétal, ils réfléchissaient, ben cet arbre-là, il va être pour faire, par exemple, un lit, cet arbre-là, il va être fait pour faire le manche de ma fourche, vous voyez, par exemple avec du hou. Et puis ensuite, on avait une réflexion en lien avec l'ébénisterie. On faisait pas les choses par hasard. Hein. Les anciens, ils étaient loin d'être bêtes en fait. Hein. Et donc la haie, on dit que c'est un peu la régulatrice des excès de l'homme. Hein. On va pouvoir utiliser aussi les rameaux des branches. À chaque fois qu'on coupe la haie, hein, tous les ans, on évite de faire ça avec du conifère, mais quand on coupe la haie, on va récupérer les rameaux des branches, broyer, on parle de BRF, le bois raméal fragmenté, qu'on va mettre ça sur la terre en fait. Et ceci, ça va faire quoi en fait? Ben là, vous voyez, si j'ai la terre à nu, on a dit tout à l'heure, hein, elle est soumise aux agressions du soleil, à l'évaporation, au froid, à la battance de la pluie, tandis que dès que je mets une couche de protection, notamment avec les déchets de la haie, je vais protéger ma terre. J'en reparlerai un peu ensuite. Et puis, elle va faire de l'ombrage aussi pour le bétail. Si je continue pour comprendre les éléments de la nature, là, on se retrouve face à un autre élément. Quel est-il, d'après vous? Donc, on a vu l'arbre, on a vu la haie. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça, d'après vous? Ouais. Alors, on est dans le sous-bois, effectivement, avec une plante comestible. L'ail des ours, voilà, très bien, on fait super pesto. Léa fait super pesto avec des ours. Et donc, on est dans, je dis les adventices. Les adventices, c'est dans le langage paysager, on dit pas mauvaise herbe, parce que Ralph Emerson disait, une mauvaise herbe est une herbe dont on n'a pas découvert les vertus. Atchoum. Donc, c'est une herbe, en fait, chaque plante, chaque élément de la nature a un rôle, en fait. Hein, et l'objectif, ça va être de le comprendre. Là, vous voyez, on a de l'ail des ours en sous-bois hein, qui protège la terre. Je dis que la végétation spontanée, c'est un peu comme l'épiderme de la peau. C'est-à-dire que moi, si je m'enlève la peau et que je me mets mon bras en plein soleil, en plein cagnard, vous voyez, 40 degrés ou au froid, ben, est-ce que ça va être sympa? Non, ça va piquer. Hein. Donc, je dis que la végétation spontanée, c'est ça, c'est la couche de protection du sol et il faudrait la laisser. C'est mieux que la terre à nu. Là, sur la photo, hop, là, si je fais ça, vous voyez plus. Là, sur la photo, qu'est-ce que c'est ici, là? Est-ce que vous arrivez à voir? Là, est-ce que, je sais pas, c'est peut-être un peu... Est-ce que vous reconnaissez? Alors, c'est un morosphinx ou morocolibri. C'est une sorte de petit papillon qui fait du surplace. Il a une trompe comme ça qui déplie. Alors, c'est magnifique. On en voit dans les jardins. Il butine énormément de fleurs dans la journée. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Il est là sur une valériane. Et il faut savoir que cet insecte
le morosphinx, qui est magnifique, c'est comme une petite fée dans le jardin, en fait, hein, il a besoin du gaillet gratteron. Le gaillet gratteron, c'est quand on marche dans les champs, vous voyez les petites boules qui se collent au jean, là. Ben, c'est cette plante. Eh bien, il faut savoir que c'est sa plante hôte, c'est-à-dire que quand il est petit, il a besoin de cette plante qui est dite une mauvaise herbe, hein, pour se développer. Alors le message, c'est de laisser aussi de la végétation spontanée dans le jardin, parce que ça contribue à avoir des beaux insectes en fait, hein, que parfois on n'imaginerait même pas ne plus avoir si on coupe les dites mauvaises herbes. Ensuite, elle évite ceci, comme je l'ai dit précédemment, et bien souvent elle est comestible et ou médicinale, avec là par exemple la plante, vous reconnaissez le nombril de Vénus, ouais, le nombril de Vénus qui est comestible. Voilà. On va passer maintenant à la faune. On a vu la flore. On va essayer de comprendre avec cette vision systémique les éléments de la nature, parce que après, quand on plante des arbres dans notre jardin, tout l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans mon jardin, pourquoi je l'y mets. C'est pas juste je plante un arbre, c'est qu'il va aussi m'offrir des services, cet arbre. Alors la faune, elle peut être parfois plus complexe à comprendre, parce qu'elle est en mouvement, avec des interactions permanentes ou temporaires. Il faut savoir que en permaculture, on va favoriser la vie, on va favoriser les insectes. Les insectes dans la faune, c'est 3/4 de la faune, c'est des insectes en fait. Et dans l'agriculture du seed, c'est quoi l'agriculture du seed? Seed, ça veut dire tuer. Donc l'agriculture du seed, c'est pesticides, fongicides, herbicides, nématicides. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça en seed. Mais permaculture, c'est pas l'agriculture du seed, c'est pas l'agriculture du on va tuer, c'est l'agriculture de on va vers la vie. On veut favoriser la vie. Et là, par exemple, vous vous rendez bien compte que si je tue tous les insectes sans le savoir, je tue les oiseaux. Vous voyez, je suis beaucoup plus jeune que la plupart des personnes ici. Vous avez plus de recul de la vie. Vous avez connu une époque où il y avait beaucoup plus d'oiseaux et d'insectes qu'aujourd'hui. Moi, je le vois par des données, où on lit dans des données, on nous explique que les oiseaux, on a un effondrement de la population des oiseaux. C'est aussi lié malheureusement aux produits chimiques qu'on va passer. Et donc, dans les potagers, en arrêtant de vouloir tuer les insectes, mais en favorisant la vie, on va favoriser aussi les oiseaux. Pourquoi? Parce que vous avez dans la chaîne alimentaire la végétation, les insectes au-dessus, et puis après tout un cortège de faune, comme les oiseaux. Alors, ils ont tous leur rôle dans le jardin. Là, on a le bourdon qui va butiner. Là, la coccinelle, Adalia bimpoctata, par exemple, qui, alors ça j'ai déjà fait dans le jardin, de prendre de commander des larves de coccinelle. C'est la larve qui mange plus que la coccinelle. Je crois que dans sa vie, elle peut manger jusqu'à 150 pucerons. Alors la nature peut être parfois cruelle. Il faut regarder des vidéos d'insectes qui en mangent d'autres. Et donc je commandais les larves de coccinelle que je mettais sur mes rosiers. Au pinceau, vous recevez les larves, ils sont sur du popcorn, et vous ramassez comme ça, hop, et vous mettez une larve de coccinelle sur votre rosier, une par une. Je fais ça, et le lendemain, je reviens tout content. Ils vont avoir mangé mes pucerons. Et il y avait plus de larves de coccinelle. Et pourquoi elles étaient plus là? Voilà. Il y avait les fourmis. En fait, les fourmis, elles sont contentes qu'il y a des pucerons. Pourquoi? Parce que elles ont deux petites antennes, comme ça elles tapotent le cul des pucerons pour manger le miella. Le miella, c'est une substance sucrée. Et donc, en fait, si vous mettez des larves de coccinelle, il faut d'abord que, en bas de votre rosier ou autre, la nuit, quand les fourmis sont dans la fourmilière, vous mettez une sorte de scotch qui n'abîme pas l'arbre, pour au matin que les fourmis ne puissent plus remonter dans l'arbre et virer vos coccinelles. Alors voilà, c'est des exemples, mais bien sûr, le plus simple, ce sera de favoriser la végétation spontanée, de planter des prairies fleuries, et là, vous attirerez naturellement les coccinelles. C'est le plus simple, notamment en ville. Vous voyez, là, on est en ville. Bon, moi, j'ai travaillé dans des organismes publics. On parle de restrictions budgétaires, il y a de moins en moins d'argent. Une des solutions, c'est aussi de favoriser la végétation spontanée ou les prairies fleuries. On va tondre moins,
on va favoriser la biodiversité, et puis c'est aussi des économies de temps et d'argent. Là, on continue, on a quoi comme insecte? C'est la guêpe parasitoïde. Alors la guêpe parasitoïde, elle arrive, plac, elle plante son dard dans le puceron, et puis vous avez vu, vous connaissez le film Alien là? L'alien il sort du ventre. Ben c'est un peu ça en fait. Elle va lui planter une larve et puis la larve va manger le puceron de l'intérieur. Ici on a quoi? Le cloporte, merci, qui contribue à décomposer la matière. Et puis voilà, en fait, chaque insecte a un rôle en fait en permaculture, dans un jardin, dans un potager, dans un verger, dans un champ. Il n'y a pas, on dit il faut comprendre chaque élément de son jardin, et quand vous avez un ravageur, normalement, il y a plus d'auxiliaires que de ravageurs. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans votre jardin, par la biodiversité, vous allez toujours avoir une solution qui va émerger pour régler votre problème. On continue pour comprendre la faune, on rentre sur les oiseaux, ici avec une mésange, et donc les oiseaux, à quoi ils servent dans le jardin? Mais ils vont contribuer à disperser les graines. Ils vont planter des végétaux pour nous, par exemple, les oiseaux. Ils vont faire des déjections, les déjections qui sont hyper fertiles aussi. On parle de pénurie de phosphore. Je ne sais pas si vous savez, on nous dit que en 2040, on aura atteint la moitié des réserves de phosphore mondiales. Parce que, en fait, on récupère le phosphore dans des phosphatières. C'est des sortes de grosses mines où le phosphore, si je me trompe pas, je crois que c'est à une époque où les mers elles étaient plus hautes. C'est des empilements de sortes de crustacés, quelque chose comme ça. Et en fait, on récupère ça pour le mettre dans les champs, et ça s'épuise. C'est pas illimité. Et donc, on se pose la question, comment on va faire? En fait, il faut savoir que les déjections des animaux apportent beaucoup de phosphore aussi. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici, quand vous mettez du phosphore dans vos champs, il y a une grande partie de ce phosphore qui est bloqué dans le sol, qui est inassimilable et qui va rester bloqué. Vous avez un champignon de la famille des glomulomycètes. Ce champignon, il est capable de débloquer le sol du sol pour le rendre assimilable pour les plantes. Et comment on va le faire venir? En faisant des semis directs sous couvert, je vais expliquer tout à l'heure, en arrêtant de retourner la terre, par exemple. Les oiseaux, ils font quoi aussi? Ils vont manger des insectes, ils vont nous permettre de bioréguler notre jardin. Et là, quelque chose de moins connu, qu'est-ce que je veux matérialiser là, qui clignote d'après vous? Le chant des oiseaux. Hop, pardon. Le chant des oiseaux. Alors, est-ce que vous savez, qui sait ici que le chant des oiseaux, c'est bon pour faire pousser les plantes? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. Voilà. Alors, là, je parle. Quand je parle, qu'est-ce qui se passe? Il y a mes cordes vocales qui vibrent. Et en fait, l'air, il n'est pas vide. C'est-à-dire que quand je fais ça, alors là, si tout le monde fait ça, vous voyez, on va mettre des claques à droite, à gauche, ça va faire exprès. Quand je fais ça, mais on sent c'est pas vide en fait. Celui qui fait de la Formule 1, celui qui veut doubler va se mettre derrière une des voitures pour profiter de l'air qui a été ouvert entre guillemets et pour doubler. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'air il n'est pas vide, et quand je parle, il y a mes cordes vocales, elles vibrent, et cette vibration, elle est transmise dans l'air. Il y a une contraction et dilatation des atomes dans l'air, et elle arrive à votre oreille, cette vibration. Et c'est ce qui fait que on comprend la parole. Les oiseaux, quand ils chantent, ils émettent des vibrations dans l'air. Et qu'est-ce qui est matérialisé ici? Ici, vous avez les stomates. Les stomates, c'est des petites cavités, c'est une sorte de bouche que vous avez sous les feuilles des plantes, en fait. Et il faut s'imaginer que c'est par là que la plante, elle respire. Et on s'est rendu compte que dans des milieux où il y avait des chants d'oiseaux, ou dans des milieux où il n'y avait pas de chants d'oiseaux, à tout contexte pareil, sauf les oiseaux, il y avait beaucoup plus de stomates quand il y avait des chants d'oiseaux. C'est-à-dire que pour montrer que la nature elle est plus complexe qu'il n'y paraît, on pourrait se dire il y a des oiseaux dans mon jardin, il faut que je les tue tous parce qu'ils vont tous manger mes fruits, mes légumes. J'extrapole, vous voyez, mais en fait c'est plus subtil que ça, parce que les oiseaux ils vont faire en sorte que les plantes développent plus de stomates. Qui dit plus de stomates dit plus de respiration, dit aussi meilleure croissance et meilleure
développement du végétal. Alors on arrive bientôt à la fin de cette première partie avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, pour comprendre le sol, alors quand on fait du potager, je vais rien vous apprendre, mais on dit pas nourris ta plante en permaculture. On va dire nourris ta terre, prends soin de ta terre. Et en fait, la terre, le sol, c'est quand même quelque chose d'assez complexe au final. On va avoir des interactions entre la physique, la chimie, la biologie, l'électromagnétisme, et on va essayer de comprendre tout ça pour créer de la fertilité en fait. Là, je vous ai schématisé un sol, parce que le sol, c'est pas que le sol en fait. C'est ce qu'on a dit précédemment. Il y a la roche-mère, merci. Il y a les végétaux, il y a des animaux. Le sol, il a des strates, c'est-à-dire que vous avez la zone de profondeur, vous avez différentes strates, jusque en surface, les 20 à 30 premiers centimètres du sol, en général, où on a la terre dite fertile et où on retrouve l'humus qui est souvent la terre noire dite de forêt. Donc on retrouve, vous voyez, les végétaux, comme on l'a dit, qui vont avoir les racines qui vont aller en profondeur, qui vont attaquer la roche-mère, qui vont faire que cette roche-mère, elle va être incorporée dans le sol. Ensuite, les feuilles qui vont tomber, qui vont permettre aussi, via la dégradation de la vie, de créer de la fertilité, de créer de la terre. Donc, c'est en fait une interaction entre de la biologie, du minéral, qui va nous permettre de créer notre sol. Alors les végétaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils émettent des sortes d'exsudats racinaires. Et c'est quoi ces exsudats racinaires? C'est des sortes de substances sucrées pour attirer la vie près des racines. Pourquoi le végétal, il veut attirer la vie près des racines? Ben voilà, parce que quand on n'utilise pas d'engrais chimiques, l'engrais c'est la vie en fait. Quand on va vivre ou mourir, quand un organisme il meurt, ben ses constituants vont être décomposés et vont redevenir de la nourriture pour les végétaux. Donc en fait, la mort, elle est là aussi pour la vie en quelque sorte. En permaculture, on dit pas retourner le sol. Pourquoi? Ben parce que le sol, on se rend compte que, comme je l'ai dit, il y a des strates et il fonctionne à l'optimum lorsqu'il n'est pas retourné. C'est comme si je prends une maison, vous voyez, et puis que vous mettez les fondations en haut et la toiture en bas, ben, il y a un problème en fait. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples. On se retrouve avec un des organismes bien connus du sol, qui est le champignon, merci. Là, on voit quoi? On voit le carpophore ou le sporophore. C'est en fait la matérialisation de ce qu'il y a sous terre. Les champignons, c'est des organismes souterrains, c'est des ifs, c'est des filaments qui vont, pour certains, les champignons mycorhiziens s'associent avec les racines des plantes. C'est des symbioses gagnantes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les champignons, ils vont, eux, capter de l'eau dans des infractuosités du sol que la plante ne pourra pas aller, et ils vont donner cette eau aux végétaux. Ils vont pouvoir capter aussi du phosphore, notamment, qu'ils vont donner aux végétaux. Et la plante, en échange, elle va lui donner du sucre aux champignons. C'est une symbiose, et on se rend compte que à végétal égal, s'il est en association avec un champignon ou non, il va pousser plus vite s'il est en association avec un champignon, le végétal. Et alors, comment on le nourrit, ce champignon? Comment on fait en sorte qu'il soit présent? Ben, c'est en arrêtant de retourner la terre. C'est en mettant de la matière carbonée sur le sol, comme par exemple du BRF qu'on disait tout à l'heure. Et donc, vous allez avoir aussi des champignons qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des plantes plus résistantes au froid, plus résistantes aux maladies. Et voilà, en fait, on parle de l'internet de la forêt. Quand j'arrête de retourner mon sol, je vais favoriser aussi les vers de terre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a 3 types de vers de terre. Vous avez les vers de terre épigés, qui sont en surface. Vous avez les vers de terre endogés, qui sont en profondeur. Et les vers de terre anéciques, eux, ils font des va-et-vient entre le haut et le bas. Alors la nature, elle est bien faite, parce que le ver de terre anécique, qui fait des va-et-vient entre le haut et le bas, il va brasser la terre en fait. C'est-à-dire qu'il va prendre de la matière organique
qui est en surface, il va l'amener un peu en profondeur, il va prendre de la matière de profondeur qui va monter un peu en surface. Et il va permettre de créer le complexe argilo-humique. Le complexe argilo-humique, c'est, on dit, les sols Ferrari. C'est des sols qui sont très fertiles, où on a de l'argile et de l'humus. Et l'argile et l'humus, électriquement, ils sont négatifs. Et comment ils se lient? Ils se lient grâce notamment au calcium, au fer et au magnésium. J'espère que je vous embrouille pas. Le ver de terre, il a des glandes, il sécrète du calcium. C'est-à-dire que il va contribuer à lier ensemble l'argile et l'humus et créer des sols Ferrari, comme on dit en déconnant, hein. Et donc, en fait, le ver de terre crée de la fertilité, il fait des galeries où l'air et l'eau vont mieux circuler aussi, et puis il tapisse les galeries d'azote, et donc c'est hyper fertile pour les végétaux. Alors, je termine cette première partie sur comprendre la nature, développer une vision systémique et comprendre quelques-uns des éléments de la nature avant de rentrer dans le vif du sujet. Je termine avec une conclusion. C'est en fait, mais voilà, à chaque fois qu'on s'intéresse à la nature, on se rend compte que c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que on ouvre une porte, il y en a 3 derrière et c'est infini en fait, hein. Donc il y a de la diversité. Mais la diversité, c'est ça la richesse en fait, et c'est ce qui nous permet de créer des écosystèmes durables, nourriciers et résilients en fait, qui vont pouvoir survivre aux crises. Voilà, donc il faut favoriser la biodiversité le plus possible dans son jardin. Alors j'avais une petite blague que j'ai oubliée, que j'ai sautée. Quand je parlais des oiseaux, sur les oiseaux, vous avez, c'est pour finir par une petite blague aussi. Vous avez les oiseaux, on parle de certains types d'oiseaux. Vous savez, mais en plus vous avez une réserve ornithologique à côté, hein. On parle de certains oiseaux. Vous savez, c'est ceux qui se grattent que d'un côté là. Ouais, c'est les oiseaux migrateurs. Ouais. Bon, allez, nul, vole pas. Ouais. Voilà, moi je finis cette première partie comme ça, sur les oiseaux migrateurs. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est la permaculture? D'où ça vient? Qui a théorisé ça? Comment on applique ça dans son jardin, dans son potager, dans son verger pour créer de la fertilité durable? Ça va? Voilà. On fera les questions à la fin. Je parle peut-être un peu vite, mais bon, faut que je suis lancé. J'ai du mal à parler moins vite. Voilà. Alors, c'est Bill Mollison. Bill Mollison, c'est un des précurseurs de la permaculture qui disait, bien que les problèmes de ce monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent honteusement simples. Voilà, une fois de plus pour dire que il y a des solutions à chaque chose. Et je sais plus qui c'est qui disait, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je sais pas si c'était Bob Marley ou je sais plus. C'est ça, hein, ouais. Voilà, donc il y a des solutions à chaque chose et puis on est là pour ça, hein, pour œuvrer dans les solutions. Moi je dis aussi que en fait on a tous un pouvoir créateur, on a tous un pouvoir de propager des solutions en fait à notre échelle, hein, comme le colibri, hein, la fameuse histoire de Pierre Rabhi, hein, qui disait que il y avait le feu à la forêt et puis tous les animaux de la forêt s'échappaient, elle était en feu et puis un petit colibri, il faisait des va-et-vient comme ça, il allait chercher de l'eau dans une flaque et puis il versait quelques gouttes sur le feu et puis il repartait et puis il reversait quelques gouttes et ainsi de suite. Et puis là, il y a un animal qui fuyait, qui s'arrête et qui lui dit pourquoi tu fais ça? La forêt elle est en feu, en fait, ça s'arrête. Et il lui dit je fais ma part. Voilà. Donc c'est l'histoire du colibri où on peut tous faire notre part, hein, semer des solutions et puis voilà, en fait il y en a partout et chacun à notre échelle. Moi j'y crois, moi j'ai la foi en fait. Je me dis que en fait quand on n'a plus la foi, on n'a plus de signes de la vie. Voilà, on est coupé des signes de la vie et donc c'est pour ça je pense qu'il faut nourrir la foi en soi, en nous, en la société, en les autres et puis on avance comme ça sur le chemin. Et la permaculture, elle offre des solutions, hein, c'est aller dans le sens de la nature, en fait, hein, c'est l'agriculture du non-agir, hein, ça a été développé notamment par Masanobu Fukuoka, que vous voyez ici, donc il a écrit un livre, par exemple, c'est la révolution d'un seul
brin de paille, hein, où il avait cette vision de l'agriculture du non-agir, où par exemple il dit qu'il va semer un cortège de plantes, et puis il va les laisser pousser. Et puis si les plantes se développent bien jusqu'à fructification, ben, c'est qu'elles avaient tout ce qu'il fallait dans le milieu pour se développer, et que si elles meurent, entre guillemets, ben, tant pis, c'est qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour se développer. Il a mis en place aussi des systèmes de non-labour, hein, comme il explique dans son livre. Donc c'est comprendre la nature et être avec le moins d'intervention possible en fait. Vous avez en parallèle Bill Mollison et David Holmgreen. Donc eux, c'était deux Australiens engagés dans la cause environnementale. Ils ont, dans les années 70, en fait 1970, ils ont théorisé les concepts de la permaculture. Alors en fait, ils ont mis sur papier des idées. Comment on peut faire si on veut développer des sociétés durables? Ils ont théorisé ça avec des concepts que je vais vous expliquer brièvement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon on va s'endormir. Mais voilà, dans les grandes lignes, en fait, la permaculture, c'est une science en perpétuel mouvement, moi je dis. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une science qui prend en compte les savoirs traditionnels des anciens, qui étaient très intelligents, les anciens. Hein. Intelligent, c'est interliguer, c'est faire le lien entre les choses. Donc c'est une science en perpétuelle évolution où on prend en compte les savoirs des anciens, où on prend en compte l'observation de la nature et puis les découvertes scientifiques récentes. Sur les savoirs traditionnels des anciens, là vous avez le fameux hache-paille. Hache-paille, alors qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, mais c'est une sorte de broyeur, effectivement, comme son nom l'indique. Donc, vous avez ici, qui c'est qui connaît le hache-paille? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. Donc là, vous voyez, vous avez des sortes de lames, en fait, hein, là et là. Et puis, quand on tourne la manivelle, on a derrière ici une sorte de un compartiment hein, où on met, par exemple, la paille. Et puis, en tournant la manivelle, la paille, elle avance et puis ça permet de la couper en sections. Alors ça revient maintenant hein, avec la permaculture. Pourquoi? Parce qu'on fait des paillages, donc ça permet de couper facilement la matière organique, par exemple. On a aussi le fameux BRF qui peut faire partie des découvertes scientifiques récentes, mais bon, c'est plus trop récent maintenant, ça commence à avoir 10-15 ans, ces découvertes-là. Alors Bill Mollison et David Holmgreen, ils ont théorisé des concepts pour faire des sociétés durables. C'est les concepts de la permaculture. Il y a 3 éthiques de base. Donc les 3 éthiques de base, c'est prendre soin de la nature, prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et redistribuer les surplus générés. Alors, redistribuer les surplus générés, ben, c'est par exemple quand on fait un potager, ben, il y a une année on va produire plus de tomates, on va en donner à son voisin, une autre année on va produire, enfin voilà, vous voyez, c'est des systèmes d'entraide. Et puis si on s'aide tous les uns les autres, eh ben, on va plus vite que si on est en compétition en fait. Et donc ils ont décrit des principes de conception que vous avez tout autour de cette fleur, c'est la fleur de vie de la permaculture, la fleur de vie de la permaculture. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais en gros, pourquoi je montre ça? Pour dire que la permaculture, c'est pas que du potager. Nous, on va parler, je vais vous donner des exemples concrets juste après là, dans cette partie, qui est la partie entretien des terres et de la nature, hein, donc la partie agroécologique, les jardins, les potagers, etc. Mais la permaculture, c'est bien plus vaste en fait, hein, ça va toucher les outils et technologies, la culture et l'éducation, la santé et le bien-être spirituel, les finances et les économies, la vie en groupe, etc., etc. Avec ici la fleur de vie de la permaculture. Alors, nous, on s'intéresse à l'agroécologie. Vous avez ici un exemple de design. Un design, c'est un dessin d'application de la permaculture avec la fameuse ferme du Bec et Loin, merci. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un jardin qui est dessiné avec tout un tas d'éléments qui composent ce jardin, avec la mare ici, la mare qui va nous permettre de créer des microclimats. Donc, elle chauffe. À l'automne, ça va permettre de rendre un peu de chaleur. La mare, elle fait aussi de la vase. La vase, c'est fertile. On va pouvoir l'utiliser au potager. Ils ont fait ici une sorte île-jardin. L'île-jardin, l'été, elle va profiter de l'eau de la mare. Hein, vous aurez moins à arroser. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont planté un jardin-forêt
Le jardin forêt qui est mis côté du vent dominant, qui va permettre aussi de filtrer le vent. Vous avez quoi? Des serres, vous avez le jardin mandala, les animaux. En fait, la permaculture, c'est un lien entre la nature, l'humain et l'agriculture. Et là, on le voit très bien avec la ferme du Bec et Loing. Qui c'est qui connaît la ferme du Bec et Loing? Ici, vous pouvez lever la main. Voilà, mais c'est on va dire une des fermes pionnières de la permaculture. C'est une référence en France. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. La ferme du Bec et Loing, c'est dans le nord. Vous avez des super vidéos sur Internet avec Charles et Hervé Gruyé. La ferme du Bec et Loing. Vraiment, c'est un exemple phare de la permaculture en fait. Alors, quand on crée un jardin en permaculture, en fait, il va falloir, comme vous l'avez compris dans la première partie, comprendre chaque élément du jardin pour pas disposer les éléments n'importe où. En fait, c'est de la gestion d'espace, c'est de l'aménagement paysager où on va réfléchir aux éléments. Si je mets un poulailler, qu'est-ce qu'il faut que je sache sur mon poulailler, par exemple? Ouais, il faut que je sache que les poules elles font des déjections. Ça gratte, donc si j'en mets trop dans un petit espace, j'aurai plus d'herbe. Oui. Elles aiment le jardin, les grands jardins. Elles aiment l'espace. Voilà, donc en fait, ce message est pour dire que à chaque fois que j'ajoute un élément dans mon jardin, avant, il faut que je réfléchisse qu'est-ce que je fais. Par exemple, la poule, elle a des besoins et puis elle m'offre des produits. Les besoins, c'est simple en fait, mais quand même, elle a besoin d'eau, elle a besoin de nourriture, elle a besoin d'un enclos, d'une protection contre le renard. Et voilà, elle va m'offrir quoi? Elle va m'offrir du fumier. Le fumier, je vais pouvoir le mettre au potager. Elle va m'offrir des œufs. Les œufs, les coquilles, ça peut me servir aussi au potager. À chaque fois, après avoir planté des tomates, moi je mets des œufs, les coquilles d'œufs. Pourquoi? Ça apporte du calcium. Elles vont aussi m'apporter des plumes. Les plumes, c'est de l'azote, on peut mettre au potager, ça nourrit les plantes. Donc en fait, chaque élément sera compris et réfléchi, et puis on va associer comme ceci les différents éléments dans le jardin d'une manière intelligente. La permaculture, c'est aussi la gestion des flux, c'est-à-dire que vous avez les flux de l'air, de l'eau, du soleil, des nutriments. On va faire en sorte de garder les flux sur notre espace. Par exemple, quand il pleut, l'objectif, c'est que l'eau, elle reste sur notre terrain. Alors, bon, ici, vous n'êtes pas trop en zone de montagne, mais nous, moi, je viens des Hautes-Pyrénées. On a des zones de montagne, donc on a plus, on est plus à même de réfléchir là-dessus plutôt que si on est sur du plat, à faire en sorte que l'eau, elle s'infiltre dans le sol plutôt que elle s'en aille directement vers les rivières. Et on a différentes manières d'aménager l'espace pour faire en sorte que l'eau s'infiltre dans le sol, par exemple avec des zones d'infiltration ou tout simplement garder l'eau dans des mares. Et puis quand on est dans des zones avec des fortes chaleurs, on va faire quoi à côté de la mare? Planter des arbres pour faire en sorte que l'eau ne s'évapore pas trop vite. Alors un exemple concret, là on est dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce qu'on voit? C'est un ami maraîcher. Alors il est à côté d'Argelès-Gazost, donc je sais pas qui connaît Argelès-Gazost ici. Voilà, très bien. Et donc en fait c'est le jardin j'ai plus le nom de tête, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que il a des serres, il a tout un système de maraîchage, ils en vivent, ils sont deux à vivre de cette exploitation, mais il est en montagne, ils n'ont pas le réseau d'eau courante à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En haut, il a créé, juste ici là, il a fait quoi? Il a créé une mare. Un bassin de rétention, en fait. Il avait une source qui coulait et il a fait quoi? Il a créé une mare et il a rempli cette mare le plus possible avec son eau et il arrive à arroser sa serre et ses différentes parcelles sans électricité et sans connexion au réseau d'eau. Et il a réussi il a de la pression, vu qu'il est en hauteur, et il peut, comme ça, arroser ses légumes. Et même lorsqu'il y a eu des fortes canicules, il n'a pas perdu sa production. Pourquoi je montre cet exemple? Pour dire que, voilà, une fois de plus, dans la gestion des flux, là, les flux de l'eau, il y avait un problème, il a trouvé une solution.
En fait, à chaque fois qu'on veut créer un jardin, par exemple, ben là, au Tèche, si vous créez un jardin partagé, un regroupement de personnes qui vont, voilà, aller dans une envie de produire des légumes, ben, avant de commencer, il faut observer. Moi, je dis tout le temps, c'est comprendre son espace. Normalement, il faudrait observer au moins une année l'espace pour voir où sont les zones d'ombre. Est-ce qu'il y a des zones qui restent au gel la journée l'hiver? Est-ce qu'il y a des zones d'inondation? Par exemple, je sais pas, je tiens un exemple. Ici, imaginons cette zone l'hiver, elle est engorgée en eau. Ben, si j'ai mon jardin, je l'ai l'été et je mets mon potager là, ben, à l'hiver, je vais avoir la surprise de me dire que j'ai pas mis mon potager au bon endroit. C'est pour ça que je dis que il faut observer avant d'agir au moins un an. Et puis ensuite, l'objectif, ça va être d'accompagner la nature, de, par exemple, laisser pousser aussi de la végétation spontanée. On peut laisser pousser des arbres aussi naturellement dans notre espace, ou prendre en compte, par exemple, c'est bien connu, vous avez l'ortie. L'ortie, si elle pousse dans le jardin, ça peut être intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant? Voilà, la fameuse soupe d'ortie, les extraits fermentés, ça fait une sorte de purin. Voilà, on va nourrir les plantes, c'est riche en azote, c'est un fertilisant aussi. Si vous piquez avec un ortie, au passage, vous prenez du plantain, je ne sais pas si vous voyez le plantain, souvent ça pousse à côté, le plantain lancéolé, vous le broyez et vous frottez sur la piqûre d'ortie, ça atténue la piqûre. Voilà, on peut avoir des plantes aussi de la famille des légumineuses ou fabacées. C'est quoi ces plantes-là? C'est des plantes qui ont les racines qui s'associent avec des bactéries qui amènent de l'azote dans le sol. Donc ça fait de l'engrais gratuit. Si j'ai ces végétaux sur ma parcelle, je peux les garder pour les utiliser, pour faire de l'engrais ou alors pour faire du paillage comme on l'a vu précédemment. Alors là, on a un potager qui se lance, on a observé pendant un an, on a voilà, mis en place un aménagement de l'espace, c'est-à-dire que j'ai décidé, bon, ici on va mettre des haies, ici on va mettre tel arbre pour nous nourrir, pour faire de l'ombre, là on va mettre la mare, voilà, on a réfléchi avant d'agir et on se lance. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de mettre quoi sur la terre? Des cartons. Les cartons pour commencer à délimiter les parcelles de culture. Alors pourquoi des cartons? Voilà. Voilà. Donc ça a plusieurs rôles, en fait. C'est un des principes de la permaculture. Chaque élément joue plusieurs fonctions, faire d'une pierre plusieurs coups. En fait, le carton, qu'est-ce qu'il fait? Il protège la terre, comme on a dit, de l'abattance de la pluie, de l'érosion, du soleil. Il empêche les adventices de pousser. Et puis surtout, c'est riche en cellulose. Et les vers de terre, ils adorent la cellulose. Donc dès que vous mettez des cartons, vous allez multiplier aussi le nombre de vers de terre dans votre sol. Après, attention, si vous avez des cartons qui viennent de Chine ou de très loin, c'est quoi parfois la problématique? Ouais, parfois les cartons sont traités, ils mettent des produits parce que ça traverse des très grandes distances. Donc pour éviter que les cartons ils se désagrègent, ils y mettent par certains insectes, je sais plus exactement, ils mettent des produits dedans, mais bon, c'est quand même assez rare. Ouais, ou le scotch, pas grave. Voilà. Ouais. En tout cas, voilà, on peut utiliser le carton pour commencer un potager. Toujours dans l'aménagement de l'espace, mais là c'est plus axé à la montagne, je vous amène un peu dans les Pyrénées. Par exemple, on va réfléchir à certaines choses. Quand on crée des jardins ou des espaces en pente, vous avez le point clé. Le point clé, c'est ici. C'est l'endroit où la pente, elle passe de convexe à concave. Concave, c'est le creux, convexe, c'est la bosse. Donc, on va chercher cet endroit. Souvent, au-dessus du point clé, donc tous les points clés forment la ligne clé. Là, vous avez la ligne clé. Vous me suivez? Donc, au-dessus, souvent, on laisse la forêt. Pourquoi? Parce que c'est des fortes pentes, donc ça permet de retenir la terre et éviter l'érosion. Et en dessous, c'est là où on met les habitations ou les cultures. Eh bien, il y a une des manières de faire en sorte que l'eau, elle reste sur la parcelle, c'est à cet endroit-là,
soit passer une sorte de charrue Yeoman, on appelle ça, et ça fait des tranchées dans le sol et ça permet à l'eau de s'infiltrer, soit faire des baissières, des baissières qui font que l'eau, quand il pleut, au lieu de s'échapper, elle va s'infiltrer dans la terre et en fait, c'est le sol qui a le plus grand pouvoir tampon. Hein. On dit souvent il n'y a pas de problème d'eau, mais il y a des problèmes dans la gestion de l'eau. D'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai vu ici, vous avez des zones tampons qui ont été installées à droite à gauche. On voit il y a des zones de baissière, par exemple, qui permettent, lorsqu'il y a trop d'eau aussi, de un peu limiter les inondations. Alors, on a un autre exemple de jardin, d'aménagement paysager, d'aménagement de l'espace, avec des haies, avec des zones de production de céréales ou autres. Et en fait, on va réfléchir en termes de biodiversité dans un jardin, en permaculture. Biodiversité, c'est aussi la biodiversité d'espace. C'est-à-dire que je vais faire en sorte d'avoir des tas de bois, des haies, des pierriers, des grands arbres, des petits arbres, le plus de diversité d'éléments possible pour créer, une fois de plus, comme je le disais, un système durable en fait. Est-ce que c'est bien les ruches dans un jardin ? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des cas où c'est pas bon? Est-ce que ça peut être pas bon, les ruches? Ouais, il y a des cas où c'est pas bon. Moi, j'ai travaillé notamment, comme je vous disais, à Paris, à la mairie de Paris et à Montréal. Et puis, alors quand j'étais à Montréal, c'était il y a presque 10 ans, et bien c'était la mode, il fallait mettre des ruches partout dans la ville. Hein. Donc il y en avait sur le toit, il y en avait dans les jardins partagés, etc. Alors c'est bien, mais une ruche, je sais plus de tête, mais je crois que c'est entre 40 et 60 000 abeilles. Et ces abeilles domestiques. Et donc quand on amène des abeilles, on amène aussi de la concurrence. C'est-à-dire que vous avez des pollinisateurs naturels dans les espaces, et puis dès qu'on amène des abeilles, les abeilles apportées vont concurrencer les pollinisateurs naturels, les abeilles solitaires. Donc en fait, le message c'est pas de dire qu'il faut pas mettre de ruches, mais c'est de dire que à chaque fois qu'on apporte des abeilles, il faut penser aussi à mettre des prairies fleuries, à mettre de la nourriture pour pouvoir nourrir les organismes qu'on apporte. Après, effectivement, du coup, c'est bien dans les jardins, ça va amener du miel, de la propolis, ça va permettre de faire de l'éducation, de la sensibilisation aux produits de la ruche. Qu'est-ce qu'on voit ici? La chèvre. C'est la chèvre des fossés avec Alain Divot qui parle de ça notamment. Elle est bien parce que si vous avez des jardins qui sont envahis de ronces, elle va manger les ronces. Et puis vous allez faire du sport. Parce que si elle s'échappe, voilà. Donc, en fait, on peut utiliser les animaux pour gérer l'espace avec notamment cette chèvre. J'ai un exemple pour dire que il n'y a pas de solution miracle. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, imaginons j'ai un espace qui est envahi de ronces. Bon, moi ça va pas m'intéresser, donc je vais faire en sorte d'enlever les ronces pour mettre ce que j'y veux. Si je suis vers Narbonne, ou je crois que vous veniez du sud-est par là-bas, vous venez de vers où Fréjus, ouais, il fait chaud là-bas, hein. Voilà. Bon, si à Fréjus, imaginons sur le terrain, il y a un roncier qui pousse, et je veux planter un arbre fruitier. Et que l'arbre fruitier, j'en ai planté déjà un, mais il a du mal à pousser. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un roncier, je vais planter le fruitier dans le roncier. Pourquoi? Parce que à l'endroit de ce roncier, il y a un microclimat qui est créé. Les feuilles, elles s'y bloquent dedans. Les oiseaux, ils y vont dedans. Ils font des déjections. Ils fertilisent. Ça retient un peu l'humidité quand il fait chaud. Et donc, mon arbre fruitier, il poussera mieux dans ce roncier. Oui, pour dire que dans un cas, on va vouloir l'enlever, dans l'autre, on va vouloir le laisser. Il n'y a pas de technique miracle, c'est chaque cas qui est différent. Alors là, si je vous présente le tracteur tondeuse lapin, bon là, c'est la photo un peu cruelle. Hein. Voilà, on peut utiliser les animaux, mais bon, là, la cage, elle est sous-dimensionnée, on est d'accord. Hein. On peut utiliser les animaux pour tondre l'espace avec des lapins, des poules, ça peut être déplaçable. Hein. C'est assez sympa. Fait pas de bruit, pas de pollution d'essence. Ouais. Alors, dans les vergers classiques, souvent, on plante plein de pommiers, donc vous avez des alignements de pommiers. Est-ce que c'est productif? C'est moins productif qu'un jardin forêt, par exemple, parce que un verger classique, on produit des pommes et de l'herbe.
Alors en permaculture, on va réfléchir en 3 dimensions, on va même réfléchir en 4 dimensions, on va rajouter un facteur temps en fait. Là, vous avez l'exemple du jardin-forêt, je vais vous montrer des photos de mon ancien jardin juste après. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est que dans l'inspiration de la nature, on va observer la nature et aller dans son sens. Je vais faire en sorte de créer des jardins qui se rapprochent de la nature. Et donc là, vous avez des associations de végétaux avec des arbrisseaux, des plantes grimpantes, des plantes rampantes, des annuelles, des bisannuelles. Et tout est agencé de manière intelligente et pour produire beaucoup plus que s'il n'y avait qu'une seule espèce. Je donne souvent l'exemple, comparons 1 hectare de maïs et 1 hectare de forêt, par exemple. Ben, la forêt va produire des animaux, des champignons, des baies. Voilà, elle va produire aussi de la nourriture, hein, et le champ de maïs produira que du maïs. Voilà. Et donc, dans un jardin, on va réfléchir à agencer les végétaux avec le plus de strates végétales possible. Les grands arbres, ils seront quel côté de ma parcelle? Ouais, on réfléchira au vent et on réfléchira à quoi d'autre surtout, oui. Ouais, voilà, on réfléchira, on les mettra peut-être, il dit monsieur au nord, il dit au nord-est peut-être, je crois que c'est nord-ouest, il disait. Voilà, on va réfléchir à l'ombre aussi, on met pas les grands arbres au sud. Donc on va réfléchir à ce que les végétaux ne fassent pas trop d'ombre, à ce que les végétaux ils puissent s'associer et comme ça augmenter les productions. Alors j'ai une photo un peu plus concrète, ça c'était donc moi je jardine depuis que je suis tout jeune et puis là on voit une photo dans mon ancien jardin, j'y suis plus actuellement, et avec des associations végétales et où on voit en fait des fleurs, on voit des légumes, on voit des plantes comestibles, médicinales et en fait on a l'impression que c'est la jungle, que c'est un espace naturel, mais tout a été planté, tout a été choisi, planté de manière harmonieuse, ça s'imbrique, hein, sans se concurrencer, ou presque, parce que il faut quand même l'intervention humaine, sinon il y a certains végétaux qui vont prendre le dessus. Là, vous voyez, je suis dans le potager avec, on a une plante rampante, une cucurbitacée, et puis en arrière-plan, plutôt les haricots ou les tournesols qui montent plus haut, hein, avec sur le côté ici, est-ce que vous reconnaissez? Alors, ça ressemble à l'artichaut, mais c'est son cousin, c'est le cardon qui fait des cardes, hein, qu'on mange aussi, qui sont excellentes. Enfin, je dis que c'est excellent, mais j'ai jamais goûté, à vrai dire, mais il paraît que c'est excellent. Hein. J'avais une fois une Espagnole, je fais des stages de permaculture et tout ça. Et puis donc il y a eu plein de personnes qui sont passées, ça fait voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc il y avait une Espagnole, elle venait dans le jardin et puis elle voyait que moi le cardon, vous savez à quoi je m'en servais? Je m'en servais en paillage. Et puis elle était folle parce qu'elle disait c'est excellent, qu'ils adoraient ça en Espagne. Et on voit un autre exemple, le palmier ici, qui n'est pas qu'un palmier, qui peut servir de tuteur, où j'y fais monter dessus la vigne en fait. Donc on va optimiser le plus possible l'espace pour augmenter la production. Là vous avez quelque chose de compliqué dans les jardins, hein. La limace. Il faut savoir que chaque élément de la nature, quand on s'y intéresse, comme je le disais, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Les limaces, vous avez des limaces qui sont mycophages, des limaces qui sont détritivores, vous avez même des limaces carnivores. La limace léopard, je ne sais pas si vous voyez. Hein, faut pas la tuer parce qu'elle mange d'autres limaces. Et donc voilà, on a différents types de limaces, mais souvent, la limace, elle nous crée des problèmes. Hein. Il y en a, ils sortent même dans le potager avec les ciseaux, hein, ils coupent les limaces, ça peut être parfois un peu, voilà. Mais nous, on va chercher des solutions naturelles. Comment je fais pour gérer les problèmes de limaces dans mon jardin? Mais je peux, par exemple, à un endroit du jardin, planter des crucifères. Des crucifères, les limaces, elles adorent ça. Hein. Vous avez les choux, vous avez le radis, les navets, voilà, c'est la famille, le colza, c'est la famille des crucifères, c'est des fleurs en croix, crucifères croix. Et puis, on met des tas de bois. Pourquoi les tas de bois? Ça va attirer les carabes. Vous voyez, en fait, on va faire en sorte de créer l'habitat, comme je le disais, pour l'insecte qui va régler notre problème. Du coup,
par le fait d'attirer les carabes, je vais bioréguler naturellement, j'aurai moins de limaces. C'est vrai que quand on commence la permaculture, qu'on commence à mettre de la paille sur la terre, à la protéger, vous voyez, quand on dit il faut éviter de retourner la terre, on la protège, on met de la paille, des feuilles ou autre sur la terre, ben, souvent au début, en fait, on se retrouve les 1, 2 ou 3 premières années, on a envahi de limaces. On se dit, je ne vais pas dire le gros mot, hein, mais on se le dit, oh, je fais une connerie, quoi. Hein. Mais en fait, c'est normal, c'est que le temps que le cycle naturel il se lance, hein, que les prédateurs de la limace ils arrivent. La limace, elle a un rôle aussi, c'est de dégrader la matière organique. Il faut savoir que en fait, le sol, à force de le retourner, c'est pas un sol naturel. Vous avez un sol qui est déséquilibré, et pour recréer de l'équilibre, ça prend un peu de temps. Ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, il faut accepter les 1, 2, 3 premières années, d'avoir parfois beaucoup de limaces, en fait, et ça crée des problèmes, mais ça passe. Je peux le dire, je l'ai vu dans mon jardin, ça passe et ça se biorégule. Là, on a un autre exemple. Cette photo, elle a une dizaine d'années quand j'étais à Paris, et puis avec Frédéric de la ferme de Paris, justement, qui crée un jardin en permaculture. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une double barrière ici. Pourquoi? Pour les limaces, ouais. On y est presque, ouais, mais c'est presque ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a mis quoi? Qu'il les mange, qu'il les chasse? Hein? Ouais. Là, il a mis les canards coureurs indiens. Les canards coureurs indiens sont connus dans le monde de la permaculture. C'est des canards, ils sont hauts sur pattes comme ça, puis ils sont assez marrants. Et puis dès qu'ils voient une limace, hop, ils arrivent, ils la mangent. Et il a fait la double barrière autour du potager. Pourquoi? Ben pour pas qu'ils rentrent aussi dans le potager manger les légumes. C'est des canards aussi qui sont résistants aux maladies. Et puis ils sont bons compagnons. On évite de les mettre avec les poules parce qu'ils peuvent devenir méchants parfois avec les poules. Mais c'est les canards coureurs indiens. Une autre astuce contre les limaces, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit là? Ouais, c'est des pots en terre cuite avec de la paille dedans. Merci, voilà. Voilà. Donc, c'est des pots en terre cuite avec de la paille dedans qu'on retourne, qu'on met dans son potager, et ça va attirer les pinces-oreilles. Alors, les pinces-oreilles, il faut savoir que les pinces-oreilles mangent les limaces au stade de miniature, hein, quand elles sont toutes petites, et donc ça permet aussi de bioréguler. Donc vous voyez par cet exemple, en fait, on n'est pas dans l'agriculture, dans la culture du cide, de tuer. Au contraire, on est dans l'agriculture où on va favoriser la vie, et c'est la vie qui va bioréguler. C'est par la diversité d'habitats créés, des tas de bois, des zones avec des pailles, que ça va attirer les organismes qui vont bioréguler naturellement. Alors là, c'était mon jardin. Vous voyez, c'est la jungle. Il y a plein de végétaux. J'étais sur 777 mètres carrés, et puis on avait augmenté la biodiversité au maximum avec des fruitiers, des arbres, des arbrisseaux, des grimpantes, des rampantes. Là, vous voyez, et on a les zones de culture ici, hein, où on avait des sortes de tunnels, hein, qui permettent aussi d'augmenter la production, d'avoir des légumes plus tôt et plus tard dans l'année. Mais surtout, ce que je veux montrer, c'est ça là. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, les tas de bois. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas sensibilisé à l'écologie, on arrive, on voit ça dans le jardin, on se dit, il y a du laisser aller, quoi. Il pourrait nettoyer, c'est ça, là. Mais en fait, non, c'est voulu. On essaye de créer des zones qui se rapprochent de l'état naturel, comme vous le savez. Autre exemple, toujours des photos que j'avais prises dans mon jardin. Hein, on voit, là c'est les choux. On va faire en sorte de réfléchir à gérer l'espace aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je plante un chou, autour du chou, je mets 4 salades. Pourquoi? Ben parce que le temps que le chou il pousse, j'aurai mangé mes salades, donc j'optimise l'espace. Et puis, comme je l'ai dit, il est tout le temps couvert. Et puis, on va utiliser au début, après on l'utilise plus, cet engin. Qu'est-ce que c'est cet engin? C'est la grelinette. La grelinette. Qui connaît pas la grelinette ici, s'il vous plaît? Merci. Alors, ouais, j'ai l'impression de servir à quelque chose, vous voyez. Non, je rigole. Ben, la grelinette, c'est un outil, ça a été inventé par Monsieur Grelin
En fait, en permaculture, on a dit, on va faire en sorte d'éviter de retourner la terre. Donc, imaginez, là, si j'ai mon sol, il est à nu, comment je vais faire? Ben là, par exemple, cet automne, je serais arrivé, j'aurais mis 20 centimètres, par exemple, de feuilles, de ce que j'ai sous la main, de feuilles, d'herbes, de paille. Je peux faire un mélange, comme ça, je mets 20 centimètres sur le sol. Et puis, une fois que j'ai mis ces 20 centimètres sur le sol, par exemple, je vais passer cet engin. Alors, au début, ça peut être un peu plus dur si vous avez le sol assez dur, hein. Et cet engin, c'est la grelinette, c'est que, oui, je le tiens comme ça, et puis je vais monter sur la barre là. Je monte dessus. Ce qui est bien, c'est que je peux bien appuyer si c'est dur, hein. Et ensuite, je vais faire des va-et-vient comme ça. Pourquoi? Pour faire rentrer l'air dans le sol. Mais je ne retourne pas. Je fais pas comme avec la bêche où je retourne. Non, je plante, je fais des va-et-vient, je retire, donc imaginons là, je plante, va-et-vient. Je retire, je recule, je plante, hop, va-et-vient, et comme ça, vous voyez, en reculant, hein, pour faire rentrer de l'air dans mon potager, j'arrête de retourner le sol. Et en fait, vous avez mis vos 20 centimètres de paillage à l'automne, il en reste combien au printemps? Si le sol il fonctionne bien, il peut rester, je sais pas, 5 cm peut-être, ça s'est dégradé, hein, ça se dégrade naturellement. Après le paillage, ça a des inconvénients, hein. Un inconvénient du paillage, c'est quoi? C'est que au printemps, la terre elle va mettre un peu plus de temps à se réchauffer. Comment on sait que la terre elle est assez chaude et que du coup je peux planter mes légumes? Ben, je mets des haricots. Si le haricot il germe, ça veut dire que c'est bon, elle est assez réchauffée, je peux planter mes légumes. Moi, ce que je faisais à la fin, pour éviter ces problèmes de terre qui mettent trop de temps à se réchauffer, vous voyez là, j'ai une parcelle de culture que j'avais recouvert de matière organique. Alors, si je voulais mettre du fumier, j'incorpore pas le fumier dans la terre. À l'automne, voilà, je mets le fumier sur ma terre et par-dessus le fumier, je mets mes 20 cm de paillage. De ce que j'ai. En fait, j'ai plein de biodiversité de végétaux dans mon jardin. Donc, tous mes déchets de taille, rien ne va à la déchetterie. En fait, les végétaux, c'est l'or vert. Dans une oasis, est-ce qu'il va leur venir à l'esprit d'amener les végétaux à la déchetterie? Non, on utilise tout sur place. Et donc, j'ai mon fumier, je mets mes végétaux par-dessus. À l'automne, qu'est-ce qui se passe? Ben, les vers de terre et les champignons, ils vont travailler ma terre. Et puis, quand j'arrive au printemps, un mois avant de planter, je mets quoi? Je mets une bâche noire. Alors, il y en a, ils disent, la bâche noire, c'est pas écolo, tout ça. Bon. Ben, en fait, c'est une bâche qu'on m'a donnée. Et puis, si je peux avoir, moi, j'avais les tomates, c'est moi qui les avais les plus tôt dans le quartier, hein. Je suis un peu fier et tout. Et donc, je mettais cette bâche noire, mais provisoire, hein. Un mois avant de planter, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça empêche l'eau de rentrer dans la terre. Elle est noire, donc dès qu'il y a un peu de soleil, elle chauffe, et ça me permet de réchauffer mon sol. Et donc de pouvoir planter plutôt mes légumes. Voilà, le potager, après, c'est plein d'astuces comme ça, hein. Si vous voulez, je répondrai à vos questions après sur ces techniques, mais rapidement sur le paillage, on évite de mettre tout ce qui est conifère. Je pense qu'il faut alterner, il faut essayer de mettre le plus de mélange possible, on dit de matière azotée et matière carbonée. Pas mettre tout le temps le même élément, et on fait en sorte de mettre de la diversité de paillage aussi, et puis ça va nourrir la vie du sol, et cette vie du sol va nourrir ensuite mes plantes. Là, on a un autre exemple, j'ai presque fini, de grande culture. On a les semi-directs sous couvert. Qui connaît les semi-directs sous couvert ici? Ouais. Alors, c'est quoi en fait? C'est que vous avez la chaîne YouTube Vers de Terre Production, c'est pareil, ça c'est des solutions en fait, hein. La terre à nu, c'est pas naturel, on a des techniques qui sont développées pour les grands champs où on arrête de retourner le sol. Ils plantent des cultures dites intercalaires, c'est-à-dire c'est des cultures entre les cultures qui ne sont pas destinées à être consommées. Là, vous avez, donc, imaginons entre le maïs et le blé, ils vont planter des associations de végétaux qui vont avoir le rôle de
par exemple, ils vont être des crucifères, des légumineuses, des fabacées, du seigle. Donc vous avez des plantes qui vont faire de la biomasse, qui vont faire de la masse végétale. Vous avez des plantes comme les crucifères qui vont avoir les racines, qui vont éviter que la potasse se lessive. Vous avez des plantes de la famille des légumineuses ou fabacées qui ont des bactéries qui s'associent avec les racines, qui prennent l'azote de l'air, qui le mettent dans le sol. Vous avez des tournesols qui peuvent être mis, qui décompactent la terre. Donc en bref, ils font des associations de végétaux qui enrichissent le sol et le protègent. Et quand ils veulent planter la prochaine culture, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent un sort de rouleau faca. C'est un rouleau qui écrase la culture, qui va devenir un mulch, qui va devenir un paillage et qui va nourrir la vie du sol, qui va travailler la terre. Et donc avec ça, on ne retourne plus la terre, on passe beaucoup moins d'engrais, on réduit énormément les désherbements. Et ça se développe de plus en plus, ces techniques en fait écologiques, en grande culture. Voilà un dernier exemple de technique entre guillemets de permaculture. Alors au début, moi ça fait 14 ans que je connais ça. Quand ça commençait à devenir entre guillemets la mode, et c'est vrai qu'il y avait la mode, si tu avais ta butte, tu étais un permaculteur. Hein. Tout le monde faisait une butte et tout ça. Mais voilà, c'est bien, il y a des avantages et des inconvénients à faire des buttes. Hein. Là, par exemple, on est sur un sol qui peut être hydromorphe, donc saturé en eau. Donc qu'est-ce qu'il se passe? C'est que si vous avez trop d'eau dans le sol, le fait de le rehausser, ça permet d'avoir des zones qui sont meilleur pour le développement des racines, et les racines qui ne sont pas étouffées par le trop d'eau. Le fait de créer des buttes, ça va augmenter la surface de culture, c'est-à-dire que pour cette surface à plat, si je rehausse, j'ai encore plus de surface. Si je suis sur une zone où il pleut pas beaucoup, je peux faire une butte incurvée comme ça pour faire en sorte que l'eau, elle se ruisselle à l'intérieur. Et je peux faire aussi des buttes plates, on va dire, qui deviennent des planches de culture. Voilà, c'est une des techniques de permaculture. Si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder les jardins mandala. Ça, c'est super joli. C'est des jardins d'inspiration, je crois, tibétaine, si je me trompe pas. Et on fait des jardins circulaires, c'est magnifique, avec ces systèmes aussi, par exemple, de buts. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette intervention où je vais maintenant répondre à vos questions, et je finis cette présentation en disant, voilà, la permaculture, on nous dit que c'est une solution à la crise agricole. Ben oui, moi je dis que c'est une des solutions, parce que en fait des solutions, il y en a plein. Il y a par exemple dans l'agriculture, il y a la biodynamie, il y a l'agroforesterie, il y a l'agro-silvopastoralisme, il y a l'électroculture. Voilà, il y a plein de solutions en fait pour les différentes échelles. Et donc j'ai mis le petit poussé pour dire, le petit prince pardon, pour dire que voilà, si chacun à notre échelle on plante des solutions, on plante des graines, ça ne pourra aller que mieux. De plus, on est quand même dans un pays, je sais pas si vous avez voyagé, mais voilà, si on voyage un peu, on voit que en France on est quand même bien lotis, on a plein d'atouts, malgré ce que parfois on veut nous faire croire. Donc on est un grand pays, on a plein d'atouts, on peut faire plein de belles choses, et on a tous un pouvoir créateur pour créer du positif. Et voilà, justement, c'est ce qui a été créé ce soir. Je remercie une fois de plus la mairie du Tech, et puis Alain et Jean-Paul pour Jean-Pierre pour leur aide dans l'organisation de cette soirée. Je vais répondre ensuite à vos questions. Je rappelle que vous avez la création d'un collectif pour la promotion de la permaculture et des jardins partagés sur le Tech. Vous pouvez vous inscrire. Il y avait une liste qui tournait où il y a encore un papier à la sortie de la salle où vous pouvez vous inscrire si vous voulez être tenu informé de ces actualités. Et puis moi j'ai été prof pendant 7 ans. Là j'ai changé un peu voilà, on travaille pour nous, on travaille à développer les solutions, l'agroécologie, l'écologie, la permaculture. Je vous conseille de regarder Permafutur, ça s'appelle, Permafutur. Vous tapez, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on a quand même presque 33 000 abonnés maintenant. Je fais des vidéos depuis, ça va faire, je sais pas, peut-être 8 ans maintenant. Donc il y a plein de vidéos, on partage plein de solutions. Là, j'ai écrit 2 livres aussi. On a monté une maison d'édition, on se prend en main, on a sorti quelques livres. C'est sur
sur un autre domaine, c'est l'électroculture. C'est un autre sujet un peu plus technique et sur voilà la vision électromagnétique de la nature. Vous avez des livres ici qu'on propose au fond si vous voulez regarder et nous soutenir. Voilà, donc je vais répondre à vos questions et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. On a un deuxième micro, je crois. Voilà, s'il y a des questions, merci. Bonsoir, merci, c'est hyper intéressant. Moi j'ai un jardin, donc je laisse tout faire dans le jardin. Je pense que que j'achète et le reste je laisse faire. Et du coup, à un moment, j'ai voulu commencer mon potager et j'avais retrouvé 2 sachets de graines. Alors je les ai balancés à 2 endroits différents, en tirant un peu l'herbe dessus. Et quand c'est sorti, bon, bah, évidemment c'était magique, mais le lendemain il n'y avait plus rien. Donc j'imagine que les escargots, les limaces, tout le monde s'est régalé. Donc après, je me suis dit, bon, ça va pas être le bon endroit. J'en ai dégagé, enfin, il y en a un qui était assez dégagé, il n'y a pas trop d'escargots ni rien, donc j'ai recommencé là. Donc bon, j'en ai une au milieu, donc a priori, c'était quand même assez loin de la petite côte. Ah ouais. Et puis bon, c'est pareil, quand c'est sorti, c'était magique, et puis le lendemain, il n'y avait plus rien non plus. Donc je me suis dit que bon, bah, on va peut-être arrêter. Et là, donc, j'ai vu, vous avez un peu abordé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut que faudrait que je fasse? C'est-à-dire qu'il faut continuer. Vous avez dit qu'il fallait 2-3 ans avant que les choses se stabilisent, en prenant quelques précautions, du bois, mais est-ce que sur on continue de semer et on espère? Non. Merci, oui. Hop. Merci, oui, je vais répondre. J'avais oublié de montrer, voilà, quand on fait de la protection du sol vivant, de la permaculture, de l'électroculture, là on arrive, c'est pas des photos truquées, j'ai montré des vidéos de ça. On arrive à faire des légumes géants aussi, hein. Là c'est le tournesol, vous voyez, c'était passé dans la presse et tout. Avec des graines de plantes qui peuvent devenir géantes ou des graines de plantes classiques, hein. Le chou en haut à gauche, là, c'était acheté à Delbar, comme la salade. Alors oui, pour répondre à votre question, c'était quoi comme plante que vous aviez mis? La salade, Ah ouais. la salade, en fait, c'était les premiers tests. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais la salade, moi, ce que je ferais, c'est que je la planterais peut-être en plant, du coup, au lieu d'essayer de la semer. Ça mettrait moins de problèmes. Après, les limaces, il y a aussi certains, ils font quoi? Ils mettent des sortes de planches, hein, au bord des zones de culture. En fait, quand on voit une limace sur terre, souvent il y en a 3 ou 4 sous terre. Donc en fait, elle aime pas le soleil, donc souvent la nuit elle sort, et en ayant ces planches au bord des zones de culture, qu'est-ce qu'ils font? C'est que dès que le jour va se lever, elles s'y mettent dessous. Et donc au matin, on soulève la planche, on prend les limaces et puis on les met chez le voisin. Hein. Je rigole. Là, voilà. On en fait ce qu'on en veut, on les mange ou je sais pas, je rigole. Bref, en tout cas voilà, on peut mettre ces planches là. Après, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ils font des trous et puis ils font des sortes de zones où ils mettent de la bière dedans, dans une sorte de vasque. Alors il y en a qui disent que effectivement les limaces elles font quoi? Elles y vont et puis elles se noient. Alors il y en a qui disent que c'est bien, mais il y en a qui disent que ça les attire. Bon après moi ça j'ai jamais fait mettre la bière. Il y en a qui disent voilà, il faut mettre de la sueur ou de la cendre autour de sa parcelle. Mais le problème c'est que dès qu'il pleut, il faut en remettre. Voilà. Alors moi ce que je dis c'est que personnellement ce que je faisais, c'est qu'au début j'étais patient. Hein, c'était les 2-3 premières années où il y avait beaucoup de limaces. Donc au lieu de planter au stade de graines, peut-être planter au stade de godet. La salade, on peut l'acheter en godet, ça évitera d'avoir ces problématiques. Et puis de faire en sorte de sortir la nuit, sinon pour enlever les limaces, mais non. Non, là-dessus. C'est vrai que je les ai pas vus ni dessus, le fait que je les ai pas vus en fait. Ouais. Côté chez il y avait plein de bestioles, là, je vais pas les voir parce que c'est très sensueux. Ouais, voilà. Ouais. En fait, je conseille la vidéo géniale
d'Hervé Covès, un ingénieur agronome que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. C'est le nom de la vidéo, c'est sur YouTube, c'est la gestion holistique des limaces. Et franchement, elle est géniale. Il explique par cette vision de la compréhension de la nature comment on peut limiter les limaces, ce que j'ai fait en 2 minutes hein, sur votre espace. Voilà. Après, le jardin que j'ai développé, enfin c'était chez mon père. En fait, j'y suis plus. J'allais pas y rester toute ma vie. Faut bien un moment partir. Et donc, les voisins, ils hallucinaient parce que quand ils venaient dans le jardin, ils disaient mais attends, c'est une zone, c'est une friche en fait. C'est un nid à limaces ton truc. Et puis ils hallucinaient parce qu'il y avait des années, il n'arrêtait pas de pleuvoir au printemps. Hein, et eux, ils se faisaient tout ravager par les limaces et pas moi. Et donc ils comprenaient pas, parce que c'était pas dans leur registre de, on laisse pousser l'herbe. En fait, le fait de laisser pousser l'herbe aussi, ça va faire des zones où les limaces elles vont pouvoir aller au printemps. Parce que des fois, quand on a la terre à nu, que on plante des salades et qu'il y a rien d'autre que la salade, la limace quand elle sort à la fin, elle est comme nous, elle va manger ce qu'elle a. Donc lui laisser un peu de végétation spontanée aussi, pensez à elle, elle va aller manger pas que nos salades. Après, ouais, y a pas de solution miracle là-dessus, hein, ça serait être patient et puis, voilà, favoriser l'état de bois, comme je disais, les hérissons aussi, avec, on peut laisser je vais répondre après, on peut laisser des zones d'état de foin, de paille, hein, les hérissons ils se mettent dessous, les pots en terre cuite avec la paille, comme je disais, pour les pinceaux-oreilles. Voilà. Merci. La fougère. Je me suis aperçu, Ah ouais. juste pour répondre à Oui, ça, oui. je me suis aperçu que les limaces, elles aimaient particulièrement les croquettes et les gamelles de chat. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles la retrouvent dans les gamelles. Ah ouais. Ah mais c'est la limace de Bob l'éponge, non? En fait. Non, Ouais. sérieusement, Oui. j'ai une amie qui a dans son jardin des rats tournés. Des Elle n'arrive pas à s'en séparer. Ah, des rats. Ouais. Est-ce que vous auriez une réponse à ce Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, moi, pour ce que je faisais pour les souris, c'est que j'avais une poubelle, une sorte de poubelle, vous voyez, noire là, haute comme ça. Je mets du grain au fond, et puis je fais en sorte de créer une sorte de palier, quelque chose pour qu'elle puisse, la souris puisse y aller. Et puis elle y va, et puis après elle est bloquée au fond. Et donc là, après je prends la poubelle, et puis je la mets dans la voiture, et je pars à 4-5 kilomètres plus loin, je les lâche dans le champ, les souris. Mais j'ai remarqué que c'est jamais, enfin, il y a même des rats, hein, que les anciens, il se faut jamais avoir. Hein. Donc c'était souvent les jeunes en fait que j'attrapais comme ça, pas les anciens. Mais donc il y avait ce système de piégeage sans tuer, où on attrape le problème pour le déplacer entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai que dans un jardin naturel, après on peut avoir le fait qu'il y a des souris qui sont là, c'est vrai. Hein. Tout n'est pas parfait. Hein. Après c'est apprendre à combiner avec la vie, hein, faire parfois des concessions et dans les anciennes fermes, il y a souvent hein, des souris ou des rats hein, en fait, hein, mais Les ratons, c'est bien sûr, ils passent dans les galeries, ah ouais. ils posent partout et ils mangent toutes les racines. Ah d'accord. Ouais. Ah ben j'ai jamais eu cette problématique non. Ouais. Pas de chance. Mais il n'y a pas le ricin non, le ricin, c'est pas une plante qui peut les. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, j'ai pas de solution. Oui. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît, à la dame derrière? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pour les râteliers, j'ai entendu parler d'une pseudo-solution, on va dire, c'est de cultiver un peu en hauteur et de mettre en grillage. Ah oui. C'est-à-dire avoir un grillage de maille fine et faire des bacs en fait avec un grillage de la terre, ou des feuilles, un grillage, c'est-à-dire un peu préparer des planches de culture. Et comme ça, avec le grillage au fond, les râteliers ne peuvent pas passer. Voilà, il ne risque pas d'aller manger les racines. Mais bon, ça fait des parcelles quand même assez délimitées sur le terme de la culture, c'est un peu trop. Oui, après, il y en a plein. Il y en a qui font des piégeages aussi, mais oui, c'est très bien, merci pour. Tout seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Alors, j'ai une question, Oui. c'est les fougères, comme on en a beaucoup, au printemps, qu'est-ce qu'elles contiennent quand on fait? Ah ouais. C'est la fougère aigle ou c'est la fougère aigle, ouais. Oui. Ouais, la fougère, il y en a certains, ils font des paillages avec.
la fougère. Et il y en a, ils font des purins aussi de fougère. Alors, ce serait pour éloigner certains insectes. Je sais pas exactement lequel, mais je conseille le livre d'Éric Petiot. Je sais pas si vous connaissez Éric Petiot. C'est les solutions alternatives aux pesticides. Et là, ils ont fait un livre avec un condensé de plus de 100 recettes naturelles sur les alternatives aux pesticides. Et dedans, il y a des exemples d'utilisation de la fougère aigle notamment, hein, et en extrait fermenté. Donc là-dedans, vous trouverez des solutions. Mais il y en a qui l'utilisent en paillage. Voilà. Hein, après, le problème, c'est que ça peut avoir tendance à envahir les terrains. Moi, là où j'habite actuellement, il y a des zones où il y a des fougères aigles et ça envahit tout. Alors, ce qu'ils faisaient avant, je crois, c'est qu'ils passaient de la chaux aussi, hein, pour modifier le pH et faire en sorte d'avoir moins de fougères sur le terrain. Oui. Éric Petiot. Éric Petiot, les alternatives aux pesticides, c'est le livre. Ah, c'est un cadre de l'agroécologie. J'ai fait des vidéos avec lui aussi, et ils ont sorti un livre, c'est extraordinaire. Il y a plein de solutions à l'intérieur. Oui, le monsieur avait une question avant, pardon, au fond. Oui. Oui, il avait une question. Oui. En fait, moi, c'est pas vraiment une question. Ah ouais. Je regardais certaines choses et en fait, je n'ai pas plus que tout ce qu'on appelle, c'est pas vraiment des mythes en fait. Mais les mythes, c'est un peu envahissant, quoi. Il y a des petites bêtes qui sont un peu envahissantes. Et il faut être vraiment dans le sujet de la permaculture. Parce que c'est pas mieux d'apporter quand on a un problème, par exemple au niveau des images, quoi que ce soit, en fait. D'apporter, en fait, de réfléchir à l'habitat, en fait, et d'amener carrément leur habitat sur le terrain. Parce que moi, à l'époque, j'étais envahi par les escargots. Je me suis aperçu que les formiums, c'est quand les plantes. Ouais. Voilà. En fait, j'étais envahi d'escargots quand il pleuvait. Quand il pleuvait, et forcément, les escargots, en fait, sortaient dans les formiums et allaient sur les cultures. Moi, je suis plutôt que de mettre de la bière ou n'importe quoi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tout autour en fait, de mes formiums, ce que j'ai fait, j'ai laissé des épluchures de carottes, voilà, et la solution, en fait, je l'ai trouvée comme ça. En trouvant l'habitat, en recréant, en fait, donner de la vie, de la nourriture. En fait. Ouais. Ouais, mais oui, moi je trouve que c'est super, c'est génial, c'est la super approche. C'est essayer de trouver la solution naturelle. Là, vous dites le formium, le lin Nouvelle-Zélande, hein, une plante qui va permettre de régler le problème. Ben oui, voilà, même pour le rat au pied, peut-être quel serait le prédateur naturel du rat au pied. Oui, c'est ça, c'est trouver des solutions par la nature. Ouais. Peut-être encore 2 questions et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Si les feuilles de chêne pour faire le sucre, ça va bien. Ah ouais. Ouais, mais les feuilles le chêne, c'est une plante dite sessile, c'est-à-dire que pas tous les chênes, hein, par exemple le chêne rouge d'Amérique, il fait pas ça. Mais voilà, certains chênes, ils ont les feuilles qui restent, elles grillent à l'automne. Pas sessile, marcescent, pardon. Et elles ont les feuilles qui grillent à l'automne, mais elles restent sur la plante. Et elles tombent à la pousse de la nouvelle feuille l'année. Voilà. Et donc, pour les chênes, il y a certains chênes qui ont les feuilles plus coriaces que d'autres. Par exemple, là, c'est une autre plante, mais c'est par exemple le platane qui a une feuille très dure. Donc, il faut regarder la dureté de la feuille. Si c'est des chênes qui ont des feuilles très dures et qui mettent beaucoup de temps à se décompacter, à se dégrader, pardon, je mettrai pas que du chêne, je mélangerai avec d'autres plantes. Maintenant, ce qui est dit d'éviter dans les paillages, c'est plutôt ce qui est conifère, hein, c'est plutôt la laurière, vous voyez, là, est vulgaire, la mettre que de la laurière, ça a du mal à se dégrader. Les feuilles que de platane, parce que, par exemple, dans le canal du Midi, ben, les feuilles, en tombant au fond du canal, en se tassant, elles permettent d'imperméabiliser aussi. C'est des feuilles coriaces. Donc, je ne sais pas quel type de chêne vous parlez, mais si vous voulez éviter les problèmes, la solution, c'est la biodiversité de paillage. C'est mélanger un maximum les types d'apports. Hein. Donc, moi, c'est ce que je faisais dans mon jardin. Je mélangeais le plus possible les types d'apports parce que j'avais beaucoup de biodiversité dans mon jardin. Donc, si vous avez un chêne,
Essayez de ne pas mettre tous les ans que du chêne, de mélanger avec d'autres apports, en fait. Hein. Voilà. Merci. Il y a deux dernières questions, hein. Puis on va s'arrêter là. Du coup, moi j'ai une question sur un autre sujet, mais sur l'électroculture. Ah oui. Sur comment faire pour positionner correctement les anneaux de Lakhovsky. Ah oui. Voilà. J'ai tenté des trucs, donc j'essaye, mais ça tombait bien, je vais vous poser la question. Ah oui. Super, ouais. Ouais, mais l'électroculture, c'est un vaste sujet, c'est tout un domaine à part entière. Moi, j'ai découvert ça il y a 12 ans. Et d'ailleurs, hier, on est allé à Véléa, on a fait le tour des universités de Bordeaux, là. Et donc, on était à l'université des sciences et l'université de médecine, je crois. On a vu des écrits d'électroculture hein, qui avaient plus de 200 ans. Hein. Donc, l'électroculture, c'est quoi? C'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique, énergétique, les influences entre le vivant et l'environnement sous l'angle électromagnétique. Hein. Et donc, on va disposer des systèmes qui vont interagir électromagnétiquement avec les plantes pour stimuler la croissance, la germination ou la résistance aux maladies. Alors c'est un savoir très ancien qui était développé en France hein, à partir du siècle des Lumières. On a des anciens écrits sur le sujet, notamment un livre là que j'ai réédité de 1913 que j'ai découvert à la Bibliothèque nationale Gallica. Des anciens écrits d'électroculture que je réédite. Hein. Mais voilà, pour répondre à la question sur l'anneau Lakhovsky, donc c'est quoi? C'est une sorte d'anneau métallique en cuivre qu'on met autour des végétaux pour renforcer les plantes. Vous savez, les anciens, ils disent que parfois, contre certains maux je sais pas dans la médecine humaine, hein, mais voilà, contre certains maux du mal au bras ou mal aux jambes, on met des anneaux de cuivre. Hein, par certains anciens conseillers ça. Nous, on fait ça avec les végétaux. Et donc l'anneau Lakhovsky, basé sur les recherches de Georges Lakhovsky, qui a travaillé dans les années 30, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va prendre cet anneau métallique en cuivre. Donc, c'est mieux qu'il fasse entre 5 et 8 mm d'épaisseur, hein, le fil. Et puis, on le met autour de la plante. Donc, il faut un angle à l'optimum. Hein. C'est l'angle à 30 degrés. Et puis, on met l'ouverture en bas et le sommet au nord. Voilà. Après, pour le faire tenir, c'était ça la question? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Et comment arriver à le positionner correctement? Ouais. Mais moi, je calais avec des bouts de bois que je perçais. Il y avait un bout de bois d'un côté percé pour que le fil passe à l'intérieur. Ah ouais. Ouais, bon après. Ouais. Bon, à la fin, je me prenais même plus la tête, je le posais. Mais d'ailleurs, sur le problème de limaces, après, je ne vais pas trop parler de ça parce que c'est peut-être pas le sujet qui vous intéresse ce soir, mais sur le problème des limaces, j'ai déjà posé des anneaux Lakhovsky. J'avais un endroit à l'entrée de mon jardin qui se faisait ravager de limaces. J'avais mis 2 anneaux Lakhovsky et là où il y avait les anneaux, les limaces ne mangeaient pas. Hein. Et j'avais posé juste sur le sol comme ça, sans mettre l'angle à 30 degrés. Après, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les circuits aussi en Lakhovsky où je montre un peu, peut-être je conseille de voir ça. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Merci. Allez, la dernière question, et puis on va s'arrêter là pour ceux qui veulent rentrer manger. Bon, mais c'est bon alors. Ok, ben je vous remercie d'être venus. Merci à tous. Hein, et bon retour, tout le meilleur. Merci.